Quand vous avez des données, sachez, il est important de savoir quel type de données vous avez à faire. Bon, enquise. Enquise personnelle, j'ai demandé de donner des exemples appropriés à chaque type de données, mais ça, je me dis, ce sont des choses personnelles. Je ne corrige pas les quiz. Ça, c'est les quiz, je ne corrige pas ça. C'est les activités, c'est sur ça que je vais me concentrer. Les quiz, c'est pour votre corps personnel. Par exemple, des choses qu'on va voir en classe et puis je vous demande. Le dictionnaire de données, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire de données, c'est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base et qui figureront donc dans le modèle conceptuel de données. Il est souvent représenté par un tableau à 6 colonnes. Peut-être ça peut être au-delà ou moins que ça. Mais en majorité, c'est représenté par un tableau à 6 colonnes. Et pour chaque donnée, il indique qu'on appelle la propriété ou la propriété du libellé, le code mnémonique, le nom du champ ou le nom du champ, la désignation, le type de données, la taille, la description, c'est-à-dire les commentaires ou remarques. Et il est le vocabulaire commun de l'organisation, autrement dit, le référentiel principal de l'entreprise sur lequel s'appuient les décisions de celle-ci. Le matin, j'ai eu à dire que quand vous constituez une base de données, il faudrait qu'on puisse exploiter votre base de données à votre absence. Il faudrait qu'à votre absence, on puisse savoir quels sont les différents éléments qui constituent votre base de données. Et c'est le dictionnaire de données qui aide souvent à mieux comprendre la base de données, à mieux comprendre tous les différents éléments qui sont dans la base de données, à mieux comprendre toutes les différentes abréviations qui sont dans la base de données, à mieux comprendre tous les différents caractères, les types de données, toutes les informations que vous allez donner pour chaque élément de la base de données. C'est le dictionnaire de données qui est renseigné, qui permet de mieux comprendre cela. Et ce dictionnaire de données, par exemple, dans la partie propriété du libellé, il s'agit de donner le nom des classes d'entités. Tout à l'heure, on a fait un exemple, vous allez comprendre ce que c'est. Pour le code mnémonique, il s'agit d'une libellé désignant une nom donnée, par exemple, maths, et qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça abrégé comme ça, quelqu'un ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Moi, je ne vais pas appeler ça matière étude, alors que ce n'est pas matière étude, c'est matricule étude, étudiant, matricule d'un étudiant. Donc, dans votre dictionnaire de données, vous spécifiez cela. Quand vous spécifiez, quand quelqu'un voit, puisque quand on fait la conception de base de données, on n'écrit pas le nom de tous les trucs, c'est trop long. On ne peut pas écrire matricule d'un étudiant, c'est trop long. Donc, on fait des abréviations. Donc, il faudrait qu'on puisse connaître des abréviations. Ça fait des abréviations qui ont travaillé juste à la fin. Et ce sont des abréviations qui vont aller dans le logiciel pour travailler, et ainsi de suite. Donc, quand il y a le dictionnaire, il faudrait que dans le dictionnaire, l'abréviation, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est plus facile pour quelqu'un de comprendre. Et puis, ça évite les ambiguïtés aussi. La désignation, il s'agit d'une mention décrivant ce à quoi la donnée correspond. Par exemple, matricule étudiant, ça correspond à quoi? Matricule étudiant, à quoi va correspondre cette donnée-là? Dans un exemple, les exemples, vous allez comprendre ce que je vous dis. Les types de données, par exemple. Dans les types de données, j'ai dit, il y en a plusieurs. Donc, quand vous, dans le dictionnaire de données, pour renseigner, l'important de renseigner, on a les données alphabétiques. Lorsque la donnée est uniquement composée de caractères alphabétiques, on a des données numériques lorsqu'elle est composée uniquement de données, de nombres entiers ou réels, des données alphanumériques, c'est-à-dire on a un côté numérique et puis un côté alphabétique. On a des dates. Lorsque la date, très souvent, c'est des dates jour, mois, année. On a les données booléennes, c'est-à-dire vrai ou faux. Par exemple, s'il s'agit des questionnaires ou autres que vous avez fait, soit il y a vrai ou faux qu'il faut pouvoir renseigner. On a la taille des données. Elle s'exprime en nombre de caractères ou de chiffres. Dans le cas d'une date au format jour, mois et année, on compte également le nombre de caractères, soit 10 caractères. Pour ce qui est du type booléen, nul besoin de préciser la taille. Ceci dépend de l'implémentation du système de gestion de base de données. Donc, comme on le dit, pour le système booléen, on n'a pas besoin de préciser la taille. Mais pour les autres types de données, l'important est de préciser la taille. La taille ici, ce sont des, je peux dire, des valeurs arbitraires qu'on se donne. Par exemple, si c'est une donnée alphabétique, par exemple, on peut mettre taille 10. C'est-à-dire, quand tu vas écrire tes données alphabétiques, là, tu ne peux pas aller au-delà des 10. Après 10, le logiciel ne va pas reconnaître cela. Vous me comprenez? Donc, dans la conception de base de données, toutes tes données, si tu dis toutes tes données numériques ont pour caractère 10, il doit s'arrêter à 10. Il peut être moins de 10, mais le maxi, c'est 10, pas au-delà de 10.
Si tu sais que tu as des données encore plus longues, vaut mieux mettre des caractères, peut-être 20. Mais mets une valeur au point où tu n'as pas besoin de dépasser cette valeur-là. Parce que si tu la dépasses, tu crées un problème au niveau de ton système. On a aussi les remarques ou les observations complémentaires. Tout à l'heure, comme j'ai eu à le dire, ça dit qu'on peut, par exemple, donner des renseignements sur une personne, donner des observations, des remarques. Ou bien si tu vas sur le terrain, s'il y a des observations que tu as faites sur le terrain, si tu dois aller collecter des données, par exemple, de certains arbres en forêt, il y a des observations que tu dois peut-être voir sur le terrain. Dans ces observations-là, en fonction du site, en fonction de la partie du point de GPS, de la zone où tu as fait ta collecte, il y a des renseignements que tu vas donner là, des informations que tu vas donner là. Donc, il y a des données qui peuvent être des remarques ou bien des observations. Et c'est important aussi. Et après avoir parlé de dictionnaire de données, c'est clair le dictionnaire de données pour vous? Dans une application, si nous allons voir ici, comment on fait ce dictionnaire de données. Ici, voici une phase d'analyse. C'est-à-dire, moi, j'ai choisi un milieu d'environnement de travail. Par exemple, je veux savoir le système d'information. Je veux créer un système d'information, pardonnez, pour la gestion de la scolarité de l'ENS, des étudiants de l'ENS. Donc, je vais pouvoir créer une gestion. Et dans cette gestion, ce dont j'ai besoin, ce qui rentre en compte dans ma gestion, mon système d'information, le chemin de mon système d'information, il y a la scolarité, il y a les étudiants qui vont rentrer en ligne de compte, il y a le nouveau service médical qui va rentrer en ligne de compte, il y a le nouveau service examen concours qui va rentrer en ligne de compte. Mes différentes fonctionnalités ou bien mes différentes activités qui vont régir le système d'information, qui vont me permettre de comprendre mon système d'information, il y aura le dépôt des dossiers, il y aura l'analyse des dossiers, et puis il y aura aussi encore un autre dépôt des dossiers. Mais si, quand c'est à l'état schématique, on peut répéter les choses de cette manière. Mais vous allez voir que dans l'évolution du truc, je vais essayer de faire de sorte à éviter les répétitions, parce que je ne veux pas de redondance. Mais dans ce schéma simple, je mets déjà l'idée qui est là pour dire que c'est sur ça que je vais m'appuyer pour pouvoir créer mon système. C'est bon? Donc, ici, je vais dire pourquoi j'ai créé cet environnement, pourquoi je vais faire cette étude sur les étudiants de l'ENS. Et mon explication est la suivante. L'étude s'est portée sur l'École nationale supérieure d'Abidjan, qui est une excellente institution de formation des enseignants. Au cours de cette institution, au cœur de cette institution, se situent plusieurs services tels le service médical, celui des examens et concours, qui interagissent avec la scolarité qui a en charge la gestion des étudiants lors de leur inscription. En effet, chaque année, plus de 6 000 étudiants admis au concours selon les diverses filières viennent s'inscrire à la scolarité. Partant de ce fait, l'ENS reçoit un nombre pléthorique d'étudiants difficiles à gérer à cause de la gestion manuelle qui se fait. On assiste à une lourdeur administrative dans la gestion et le traitement des dossiers d'inscription, ce qui retarde le traitement des dossiers reçus. Face à une telle difficulté dans la gestion administrative au niveau de la scolarité, une gestion automatisée des dossiers scolaires est indispensable, d'où la création d'une base de données pour la gestion des dossiers d'étudiants admis à l'ENS. Voici pourquoi je veux créer la base de données. À cause de la lourdeur administrative au niveau des informations qu'on veut pour les étudiants de l'ENS. Parce qu'il y a le service examen, il y a le service médical, il y a le service scolarité, mais il y a une lourdeur administrative puisque tout se fait de façon manuelle, et ça se fait de façon manuelle. Donc, il est difficile de savoir s'il y a des étudiants, quels sont ceux qui sont admis, quels sont ceux qui ont fait les visites médicales, quels sont ceux qui n'ont pas fait, quels sont ceux qui sont habilités à aller en classe supérieure ou bien qui sont habilités à pouvoir sortir avec un diplôme. Toutes ces informations, on veut l'avoir de façon optimale et rapide. Et donc, il est important pour moi de créer un système de gestion de base de données, d'où mon système d'information que j'ai schématisé tout à l'heure pour vous montrer. Pour pouvoir le faire, ma problématique, comme je l'ai dit, c'est une lourdeur administrative dans la gestion et le traitement des dossiers d'inscription face au nombre pléthorique d'étudiants admis au concours de l'ENS. C'est pourquoi je vais créer ce système. Et le but du système d'information, c'est d'assurer le bon fonctionnement du service de la scolarité de l'ENS. Les différents objectifs que je veux atteindre à travers la création de cette base de données, c'est pouvoir automatiser la gestion des dossiers d'étudiants de l'ENS, retrouver les informations concernant les étudiants, inscrire automatiquement les étudiants, produire la liste des étudiants en un laps de temps, délivrer le certificat de scolarité des étudiants automatiquement.
Donc, vous voyez, l'exercice que je vous ai donné, l'activité que je vous ai donnée, voici un exemple d'activité, comment est-ce que je fais le cheminement. Et donc, c'est un exemple comme ça que je veux que vous suivez pour pouvoir le faire. Mais évitez de m'écrire l'explication. Ça, je l'ai fait pour que vous puissiez vous comprendre. Mais quand vous allez faire juste le schéma, ça suffit pour moi. Quand je vais regarder le schéma et que je vais regarder, pardonnez, quand je vais regarder le schéma que vous avez fait, et puis je vais regarder la problématique, le but du système, l'objectif, ça me suffit largement pour savoir ce que vous avez fait. Vous comprenez? Pour chaque activité, on a fait sur un schéma. Non, non, non. Sachez que l'activité que vous allez commencer à partir d'aujourd'hui, là, c'est une continuité jusqu'à la fin. C'est pourquoi je vous dis, choisissez très bien votre système. Donc, il est intéressant, chaque fois qu'on finit le cours, trouver un bout de temps, même si ce n'est pas truc, de faire un peu l'activité. Même si vous ne finissez pas, vous lisez, vous comprenez, vous essayez de mettre les idées au plus. Parce qu'à la fin, c'est la continuité de l'activité. C'est pourquoi je ne vais pas prendre au fur et à mesure. Ce n'est pas une activité patiente. Non, c'est une activité patience, mais c'est une continuité. Donc, c'est la fin qui est intéressante pour moi. À la fin, quand je télécharge l'activité depuis le début jusqu'à la fin, c'est un cheminement. C'est comme ça, ce sont les activités que j'ai divisées en fonction des cours. C'est bon? Les différentes activités qui vont rentrer en ligne de compte dans cette base de données, il y a le retrait des fiches d'inscription à la scolarité, il y a l'analyse médicale, il y a le dépôt des dossiers complets. Et les différentes données qui vont rentrer en ligne de compte ici, c'est les informations qui vont concerner les étudiants, les résultats étudiants après visite médicale, les dossiers complets envoyés au secrétaire des examens donnant droit à l'examen pédagogique. C'est bon? Une fois que j'ai fini ça, je vais mettre en place maintenant mon dictionnaire de données. Le dictionnaire de données ici, vous voyez ici que j'ai les classes d'entités, j'ai le nom du champ, j'ai la désignation, j'ai le type, la taille, la description. Les classes d'entités, quand vous regardez ici, on voit combien d'entités? On a 3 entités. On a 3. On a 4 entités. On a 4 entités. Et ces entités, ils constituent des classes d'entités. Tout à l'heure, nous allons voir ce que c'est qu'une classe d'entité. Donc, vous voyez que la classe d'entité étudiant, et dans la classe d'entité étudiant, je renseigne toutes les informations qui concernent les étudiants, pas personnel, pas quelqu'un d'autre. Parce qu'elle regroupe toutes les informations qui concernent l'étudiant. Les étudiants, comme ça, on appelle classe entité étudiant. Donc, le nom du champ, vous allez voir que ce qui va importer ici, il y a le matricule étudiant. Dans la désignation, ça s'écrit matricule étudiant, le nom de l'étudiant, le prénom étudiant, la naissance, la filière, la discipline, le sexe, le contact, tous, le mail, ça c'est pour un étudiant. Donc, si j'ai 10 étudiants, j'aurai pour 10 étudiants. Ça, c'est un exemple. Vous me comprenez? Pour la classe entité, je ne donne toutes les précisions uniquement qui concernent cette classe-là. Les différents types, ça va dépendre. Matricule, je dis par exemple, c'est des données alphanumériques. Nom de l'étudiant, soit je me dis c'est des données alpha, le prénom, ainsi de suite. Date de naissance, je mets date, filière, alphanumérique, ainsi de suite. Le type de données, je précise, c'est ce que j'ai précisé là. La taille, vous voyez que j'ai pris des valeurs élevées pour être sûr que, parce qu'il y a des noms d'étudiants qui sont vraiment très longs, pour être sûr que quand je mets 10 caractères, je ne sois pas qu'on appelle ça, confronté à un problème. Donc, je préfère mettre des tailles élevées. C'est quoi dire le nombre de tailles là? Mettez en fonction des types de données que vous avez, mettez des tailles vraiment vous savez que vous n'allez pas excéder. Donc ici, j'ai mis 80. Là, je sais que date de naissance, souvent on met 10 parce qu'on se dit qu'on ne peut pas dépasser. Mais pour les noms, il y a des noms vraiment qui le mettent. Il y a des étudiants vraiment qui ont des noms très longs. Donc quand c'est comme ça, vous mettez 80, là, c'est sûr que quand vous avez tout le nom de l'étudiant, au moins les 80 caractères vont rentrer dedans. Ouais. Maintenant, description. Madame, oui. À la place du nom de l'étudiant, est-ce qu'on peut pas codifier l'étudiant? Pas attribuer un code. Non, ici on est dans le dictionnaire de données. Tu peux codifier l'étudiant, mais tu es dans le dictionnaire de données. Dans le dictionnaire de données, tu ne peux pas codifier l'étudiant. Tu vas le codifier, mais tu vas donner tout le nom. C'est-à-dire, si tu mets code A, le code A, c'est qui? Il faudrait que tu donnes tout le nom de l'étudiant. Peut-être c'est d'Ibé, et tout de suite. Juste un nom composé peut-être de 6 prénoms, par exemple. Un nom composé de 6 prénoms. Non, il y a non, ça existe. Il y a des enfants qui ont des noms vraiment longs. Et les parents veulent tellement mettre tous les noms.
Donc, vous voyez. Donc, quand c'est comme cela, le code, tu mets le code, mais tu vas désigner, par exemple, le code. Par exemple, ici, le nom de l'étudiant, par exemple, comme tu as eu à le dire, ici, le nom de l'étudiant, peut-être on peut mettre, non, on peut mettre par exemple code. Ah non, à la place de matricule, soit on peut mettre un code. On peut mettre matricule, on peut mettre code. Le code va spécifier un étudiant. Mais quand tu as mis code 1 c'est qui? Il faudrait qu'on sache que c'est Digbe. Voilà. Donc, c'est important. Donc, dans le dictionnaire, on ne peut pas abréger les choses. Tu mets l'abréviation, tu mets le nom de l'abréviation pour qu'on sache ce que c'est. S'il y a des descriptions à faire, on précise. Par exemple, si c'est un étudiant maladie, si c'est des informations, par exemple, s'il y a le côté santé qui rentre en ligne de compte, s'il faut spécifier un étudiant maladif ou bien un étudiant qui a tel souci de santé ou bien un étudiant qui doit prendre tel médicament, ainsi de suite. Par exemple, si c'est dans le cas d'un internat, il faut donner toutes ces instructions, ces informations. Ça rentre dans le cadre de la description. Vous me suivez? Il en est de même pour le service médical. Quand on prend le service médical, c'est tout ce qui est lié au service médical. Tout ce qui est lié au service médical. C'est-à-dire le code, le titre du médecin, le prénom, le nom, le type d'analyse, le résultat, la date. Tout ça, c'est lié au service médical. Quand on va prendre ensuite, on appelle ça, la scolarité, tout ce qui est lié à la scolarité, c'est-à-dire le code de l'agent. Quand on dit la scolarité, c'est-à-dire à la scolarité, il y a des gens qui vous réceptionnent là. Donc, on les appelle des agents. La scolarité, le code de l'agent, le titre de l'agent, quel genre de titre, si c'est secrétaire, si c'est le doyen, si c'est tout, ainsi de suite, le nom de l'agent, le prénom de l'agent. Maintenant, quand on prend le côté scolarité des examens, le service des examens et autres, le code des examens, le titre des examens, la date des examens, vous voyez que chaque classe d'entité regroupe les informations qui concernent la classe d'entité. Dans le service examen et autres, vous n'allez pas venir voir code d'étudiant. On met code d'examen. Mais vous allez voir qu'à la longue, avec le code d'examen, avec le type d'examen, avec les liaisons qu'on va créer, on pourra retrouver toutes les informations qu'on veut d'un étudiant. Ça va? Donc, le plus dur du travail, c'est dans le dictionnaire de données. Une fois que vous finissez de faire votre schéma, vous avez terminé, vous avez fait sortir les buts, tout ça là et autres, vous avez une idée des différentes classes d'entités qui sont en ligne de compte, vous pouvez essayer de renseigner le dictionnaire de données. C'est bon? En définition, on va parler un peu de modèle maintenant. C'est l'ensemble de concepts et de règles de composition et de ces concepts qui permettent une description des données. Ensemble de concepts et de règles de composition de ces concepts qui permettent une description des données. Le modèle est généralement représenté à travers un formalisme graphique qui permet de décrire les données et les relations entre elles. La conception d'un système d'information respecte 3 étapes équivalentes à 3 niveaux d'études. Comme j'ai eu à le dire au premier chapitre, on a l'analyse conceptuelle qui pose la question que vois-je? Autrement dit, quoi faire et avec quelles données? Qu'est-ce que je vois? Quel est mon problème? Quel est mon environnement? L'analyse organisationnelle, l'intégration d'aspects liés aux organisations à l'analyse conceptuelle, c'est-à-dire le lieu, les acteurs, le temps, le type de traitement. Elle permet de répondre à la question comment organiser. Et puis on a l'analyse opérationnelle qui intervient dans la phase de la réalisation qui consiste à faire des choix techniques d'implémentation, à savoir le type de logiciel et le découpage pour la programmation. En un mot, répondre à la question comment exprimer tout cela. Donc, en résumé, le modèle de données suit le système d'information, la mise en place d'un système, la mise en place d'une conception de base de données va mettre en place ces 3 éléments-là. Le niveau conceptuel, le niveau logique relationnel, le niveau physique. C'est à peu près la même chose comme ici. L'analyse conceptuelle, l'analyse organisationnelle, l'analyse opérationnelle. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes thèmes à peu près. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Le niveau conceptuel, elle affiche le contenu de la base en termes conceptuels qui est indépendamment de toute considération informatique. Le niveau logique se déduit de la traduction du schéma conceptuel en un schéma propre qu'on appelle type de base de données. Et puis le niveau physique qui est employé pour la description des méthodes d'organisation et d'accès à la base de données. Schématisé de façon plus simple, comme je vous disais tout à l'heure,
Voici votre univers d'application. Le problème que vous avez, le problème que vous voulez résoudre. Et donc, voici les différentes analyses. Quand vous réfléchissez à comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place ce système, et donc ça va vous conduire à un modèle. Et à différents modèles. À différents modèles, il y aura l'élaboration du modèle entité-association, qui est dit le nouveau conceptuel, le passage au modèle relationnel, qui est dit le nouveau logique, et puis le passage d'implémentation sur le système de gestion de base de données, qui est appelé le niveau physique. Donc, ce schéma est un schéma à retenir pour vous-même personnellement. C'est le résumé schématique de la mise en place de la démarche, la conception d'une base de données. Tout ce que j'ai dit se résume tout simplement par ce schéma. Une fois que tu as ton problème posé, tu commences à réfléchir, analyser. Réfléchir, analyser, c'est-à-dire comment collecter les données. Quelles sont les données qui vont rentrer en ligne de compte? Comment collecter les données? Quel est le but de ce système? Quels sont les objectifs que je vais atteindre? Donc, tu vas commencer à penser à un modèle pour mettre en place. Dans un premier temps, tu vas penser à l'élaboration d'un modèle entité-association, c'est-à-dire le niveau conceptuel. Tu vas convertir ce modèle conceptuel en modèle relationnel, qu'on appelle le niveau logique. Ensuite, du passage du modèle, ce modèle relationnel, tu vas pouvoir l'implémenter dans un logiciel pour pouvoir l'exploiter. C'est ce qu'on appelle l'implémentation, qu'on appelle le niveau physique. Dans ce cours, voici, nous allons étudier ces deux grands niveaux-là. Le niveau physique, c'est la phase pratique qui vous revient avec la séance de l'autre module. Sinon, nous allons faire le niveau conceptuel et le niveau logique, c'est-à-dire le niveau organisation. La première démarche de conception d'une base de données, la modélisation. L'étape importante de la conception de la base de données du fait qu'on y détermine le contenu de la base de données et on y définit la nature des relations entre les concepts principaux. Le modèle conceptuel de données, c'est-à-dire le cas du modèle entité-association, elle permet la représentation et la structure du système d'information du point de vue des données, tout en définissant les dépendances ou relations entre ces différentes données. Le modèle entité-association est un formalisme graphique pour la modélisation des données. Qu'est-ce que je veux dire par le modèle entité-association? Le modèle entité-association est encore appelé le modèle entité-relation, ER aussi, comme je l'appelle ici. Et dans ce modèle, les différents éléments qui rentrent en ligne de compte dans ce modèle sont les entités, les associations, les propriétés ou attributs, les cardinalités et les identifiants. Aujourd'hui, nous allons pouvoir pousser jusqu'au niveau des propriétés ou attributs. Les cardinalités, ça sera la séance suivante parce qu'elle est beaucoup complexe. Donc, on va la mettre à la séance suivante. Les entités. Les entités, qu'est-ce que c'est? Une entité, c'est un objet, tout simplement. Ou bien un individu, un événement, un lieu, une chose qui peut être identifiée distinctement. Docteur Louis, je suis une entité. On me distingue distinctivement. On dit docteur Lucette, c'est une entité. Elle est unique. Quand je vais dire le nom d'un autre étudiant, par exemple, Monsieur Kwasi, Adonija, il est unique. En master 1, c'est lui seul. Il n'y a pas deux. Classe d'entité, le regroupement d'entités de même nature. Docteur Lucette, docteur Noélie sont des enseignants du CURAT. Donc, notre classe d'identité, ça sera les enseignants du CURAT. Mais au sein des enseignants du CURAT, on a les enseignants, c'est-à-dire les docteurs. Quand je vais prendre, qu'on appelle ça, les étudiants du CURAT, au sein de ces étudiants du CURAT, il y a les différentes entités qui sont Koné, Kwasi, Konan, Tano. Ce sont les différentes entités qui composent les étudiants de Master 1 du CURAT. Est-ce que vous me comprenez? Les classes, dans le cas de la gestion de la scolarité de l'ENS, on avait dit qu'on avait 4 classes d'entités et ces 4 classes d'entités sont présentées ici. Et tout simplement, pour le formalisme graphique de ces entités, elles se représentent le plus simplement possible ici, sous forme d'un rectangle. C'est-à-dire la classe d'entité est dans cette partie plus concentrée et puis les différentes entités, les informations qui vont constituer les entités, je prends pour renseigner la classe d'entité. C'est-à-dire quoi?
Le nom de la classe, c'est l'étudiant, et puis les différentes entités. Le matricule, c'est une entité. Le nom, c'est une entité. Le prénom, c'est une entité. La filière, c'est une entité. La discipline, tout ce qui va renseigner la classe étudiant, je mets ça là. Et ce sont les différentes entités. Et une entité est une valeur particulière d'une classe entité, comme on le dit. C'est-à-dire, quand je prends matricule d'étudiant, par exemple, c'est pour le matricule 01 P80, c'est une valeur particulière qui représente une classe d'entité. À ce matricule est associé un étudiant. Ça s'appelle l'étudiant soit Konemori. C'est bon? L'association, c'est le lien entre deux ou plusieurs entités. Et une classe d'association, c'est le lien entre deux ou plusieurs classes d'entités. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je m'explique. Tout à l'heure, dans le schéma graphique des étudiants de l'ENS, toujours le cas de l'ENS, on avait dit qu'il y avait les étudiants, il y avait la scolarité, il y avait les dépôts, les retraits, ainsi de suite. Vous vous rappelez des flèches que j'avais faites? Voilà. Et maintenant, je vais donner le rôle maintenant des flèches. Et ces flèches constituent les associations. Ces flèches constituent des fonctions. Ces flèches constituent des activités. Un étudiant retire une fiche d'inscription à la scolarité. Et vous voyez que les éléments se font dans les deux sens. Bonjour. Bonsoir. C'est bon, bonjour. C'est gentil, comment vas-tu? Ça va. Ici, j'ai deux classes. Il n'y a pas de tableau. Aujourd'hui, je vais me lever, mais on va essayer de... J'avais voulu quand même schématiser un peu rapidement. Ici, nous avons deux classes d'entités. Quelles sont les deux classes d'entités que vous voyez ici? Étudiant et scolarité, ce sont les deux classes d'entités. Donc, dans le formalisme graphique, vous allez voir qu'ils sont deux rectangles. Un côté un rectangle étudiant, un côté un autre rectangle scolarité. Maintenant, il y a une liaison qui lie les deux. La liaison qui lie les deux, ici, c'est quoi? C'est retirer. Retirer, qui lie étudiant et puis scolarité. Mais c'est dans les deux sens. Parce que la liaison ne se fait pas dans un seul sens. C'est important pour les cardinalités. Voilà pourquoi j'ai mis un étudiant retire une fiche d'inscription à la scolarité. Ça, c'est dans un premier sens. Dans le deuxième sens de la flèche, un agent de la scolarité va délivrer une fiche d'inscription à un étudiant. Vous voyez? Donc, comme on appelle ça, retirer va relier étudiant et scolarité dans un premier sens, et puis délivrer va relier scolarité et étudiant dans un autre sens. C'est bon? Vous me comprenez? C'est bon? Ça va? Voilà. Donc, le formalisme graphique de la représentation de ces classes d'association va se présenter tout simplement au lieu d'un rectangle pour les classes d'entités, pour les associations, c'est un cercle. Et comme dans le cercle, il y a deux fonctions, donc on divise le cercle en deux, on met une partie retirée, l'autre partie délivrée. C'est-à-dire que le nom de la classe d'association serait appelé retirer, délivrer. Ces deux verbes, sachez que les associations sont régies par les verbes. Quand on dit association, c'est régi par les verbes. Donc, ce sont les deux verbes qui vont constituer la classe d'association. Et ces deux verbes relient les deux classes d'entités, à savoir étudiant, scolarité. C'est bon? Voici l'exemple le plus simple. Comme je le disais, vous voyez, la flèche est dans les deux sens, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, dans un premier sens, ça c'est le premier ordre, c'est-à-dire l'étudiant qui retire, qui peut aller à la scolarité retirer une fiche. Et dans l'autre sens, la scolarité qui est censée délivrer une fiche aussi à l'étudiant. Voilà. Nous avons dit que l'étudiant peut aller retirer aussi la fiche quand la scolarité peut délivrer la fiche de la fiche. Oui. On est dans les deux sens. C'est-à-dire quand l'étudiant s'en retire la fiche, ça ne fait pas... qu'on appelle ça? Ce n'est pas une seule fonction. Il s'en va, il demande à avoir une fiche. La scolarité, en retour, doit lui donner cette fiche. Donc, c'est pourquoi c'est comme si c'est deux fonctions qui se passent en même temps. Il s'en va, il demande une fiche et la scolarité est à mesure de lui donner cette fiche-là. Tu vois, non? C'est pourquoi on fait dans les deux sens. Tu vas voir que dans les cardinalités, quand on va arriver au niveau des cardinalités, pourquoi il est important d'avoir dans les deux sens? Parce qu'il peut aller retirer une fiche à la scolarité et la scolarité peut lui refuser la fiche s'il y a des conditions. Tu vois, non? S'il y a des conditions.
Par exemple, c'est un étudiant qui s'en va chercher une fiche remplie pour aller en classe supérieure. Et pourtant, il n'a pas soldé la scolarité. Alors donc, dans la base de données, ils vont renseigner, étudiants vont renseigner scolarité, ils vont renseigner aussi l'argent qui est payé. Et donc, quand l'étudiant ira retirer la fiche, arrivé là-bas, la scolarité, normalement, doit lui donner cette fiche. Mais elle ne lui donnera pas parce qu'il n'a pas soldé la scolarité. Donc, à cause de la contrainte, solder la scolarité qu'elle a, l'étudiant ne va pas retirer la fiche. Mais s'il n'y avait pas cette contrainte, il peut la retirer. Donc, c'est pourquoi ça se passe toujours dans les deux sens. C'est bon? Chaque entité joue un rôle dans une association. Ça, c'est une association. Chaque entité, cette entité joue un rôle dans cette association, tout comme cette entité joue un rôle dans cette association. Donc, chaque entité joue un rôle dans une association. Et la place d'association regroupe toutes les associations possibles entre deux entités. Donc, entre deux entités, on peut avoir toutes les associations possibles. Moi, j'ai dit retirer, délivrer. Quelqu'un d'autre peut venir trouver d'autres verbes. Mais l'essentiel est que ça exprime l'idée qui est là. C'est bon? Considérons, bon, ça c'est un exemple, considérons l'exemple de la gestion de la scolarité de l'ENS. Avec les classes d'entités ci-dessous, faites leur représentation graphique et trouvez les exemples d'associations entre les entités. Donnez les noms des classes d'associations entre les différentes classes d'entités et faites la représentation graphique des classes d'associations. Bon, quand il n'y a pas de tableau, c'est un peu difficile de pouvoir le faire. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce quiz? C'était tout simplement recenser toutes les différentes classes d'identité, ensuite de donner les noms de ces différentes classes et puis de faire les représentations. Tout à l'heure, je vous ai présenté dans le cas d'une classe d'association comment faire la représentation graphique. Dans le cas d'une classe d'identité, comment faire la représentation graphique. C'était tout ce que je demande. C'est bon? C'est-à-dire ici, pour les classes d'identité, si je dois avoir la représentation graphique des classes d'identité, combien de représentations graphiques je dois avoir ici? 4. Voilà, 4 classes d'identité. Si je dois avoir la représentation graphique des classes d'association, combien de classes d'association je dois avoir? Non, pas l'association. Il doit y avoir 3. 3 ou 2. Ça va dépendre. Ça va dépendre des différents. Attends, on va essayer Essayez de trouver. Ça va dépendre. Essayez. Tu dis c'est 3. Pourquoi c'est 3? Madame, si on prend le principe de tirer et délivrer, les étudiants, lorsqu'ils vont au service médical, lorsqu'ils vont aussi à la scolarité, lorsqu'ils vont au service des examens pour commencer, ça fait 3. Ça fait 3. Bon, lui, il dit c'est 3. Quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre aussi à ajouter? Pour le moment. Madame. J'ajoute encore 2 autres encore. Si la scolarité veut savoir si les étudiants sont en fait peut-être un bilan médical ou bien ils peuvent aller au service médical. Et puis aussi, pour avoir des informations aussi sur les différents examens des différents étudiants, la scolarité pour aller au service des examens. Donc, ça fait 2 autres classes. Normalement, je vois 5. Nous voyons 5. Bon, on va retourner au schéma. Le truc, ce qui me fait mal, c'est le fait qu'il n'y ait pas de tableau pour écrire. Voilà. Ici, on a combien? Voici la scolarité, voici le service des examens, voici le service médical, voici les étudiants. On a 3 classes d'association. Mais dans chaque classe d'association, il y a 2 associations. C'est-à-dire ici, il y a les flèches qui sont dans les 2 sens. Là, les flèches qui sont dans les 2 sens. Et là, les flèches qui sont dans les 2 sens. C'est bon? Mais ici, quelqu'un d'autre peut-être peut trouver encore ajouter quelque chose en créant un lien entre le service médical et puis le service des concours. C'est pourquoi je dis que en fonction de votre problématique, vous pouvez créer plusieurs liaisons, ça dépend. Quelqu'un peut créer un lien entre le service médical et le service des examens. Et ça va dépendre de l'association qu'il va mettre là. C'est-à-dire la fonctionnalité qu'il va mettre là. Il faudrait qu'il y ait une cohérence. S'il n'y a pas de cohérence, ça n'a pas de sens. Quand tu mets quelque chose, il faut qu'il y ait une cohérence. C'est bon?
Merci. Donc, on a fini cette partie. Bon, c'était ce que je voulais que vous fassiez. On vient de le faire ensemble, préciser là. Donc, ici, vous allez établir les différentes entités. Par exemple, comme vous allez dire, on a les différentes classes d'entités. Vous allez faire la représentation graphique. Et puis, les différentes classes d'association qui lient les différentes classes d'entités. C'est-à-dire, par exemple, comme je l'ai noté ici, retirer qui lit étudiant et puis scolarité, délivrer qui lit scolarité puis étudiant, et puis peut-être une autre expression, je crois qu'au bout là-bas, j'ai mis une autre expression qui va lier soit la scolarité et le service de choses. Ça va dépendre de ce que j'ai mis à la fin on appelle ça du PowerPoint. On va continuer pour avancer. Les propriétés ou attributs. Une propriété ou un attribut, il sert à décrire les entités et les associations. C'est-à-dire, il caractérise les entités et les associations. Appelé attribut ou colonne dans le cas du modèle relationnel. C'est-à-dire, dans le cas d'un modèle relationnel, ici, nous sommes dans le modèle entité-association, on parle de propriété. Mais dans le cas d'un modèle relationnel, on va parler d'attribut ou bien de colonne, on va l'appeler colonne. Donc, sachez que c'est des synonymes, comme vous entendez, c'est la même chose. Il peut être obligatoire ou facultatif et avoir un domaine de valeur occurrence. Ici, les différentes propriétés ou attributs, elles sont toujours dans le cas de la classe des étudiants, de l'exemple de l'ENS. Quand on prend, par exemple, le côté étudiant, les différentes propriétés ou attributs, ce sont les différentes entités qui sont là. Vous voyez, toutes les différentes entités qui sont là, ce sont les propriétés des attributs. C'est des synonymes. Quand on dit entité, quand on dit propriété, quand on dit attribut, quand on dit colonne, c'est des synonymes. Ce sont des valeurs, des informations, des entités qui vont renseigner la classe d'entité. Dans le cas d'une association, les propriétés mises dans une association doivent obligatoirement relier les deux entités, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les fonctions sont toujours dans les deux sens. Donc, quand tu mets une association en deux entités, l'association ne peut pas avoir un seul sens. Toujours deux sens. Toujours deux sens. Un étudiant retire une fiche d'inscription à la scolarité. Un agent de la scolarité délivre une fiche d'inscription à l'étudiant. Toujours dans les deux sens. Donc, retirer et délivrer, qui constitue la classe d'association, va relier les classes d'association étudiant scolarité et scolarité étudiant. C'est bon? Comme retirer, délivrer, aussi va relier aussi les mêmes propriétés ou attributs qui constituent ces classes d'association de cette classe, c'est-à-dire matricule étudiant, code agent. Matricule étudiant fait partie de la classe étudiant. Matricule étudiant fait partie de la classe étudiant. Le code d'agence fait partie de la scolarité. Donc, vous voyez que retirer, délivrer relie toujours les mêmes éléments. Donc, il relie les classes d'entités et il relie aussi les entités qui constituent les classes d'entités. Bon, ici, je vous demande d'élaborer le modèle entité-association du cas de la gestion de la scolarité de l'ENS. Ici, quand je vous demande d'élaborer le modèle, je vous présente ça ici pour que vous puissiez le faire dans votre exemple. Voici comment je veux que vous réalisez le modèle entité-association. C'est-à-dire, vous voyez les différentes classes d'entités, je les ai représentées, et puis les différentes classes d'association, je les ai créées et j'ai donné les différentes fonctions à l'intérieur. C'est tout ce que je demande quand je vous demande de schématiser le modèle entité-association. Donc, votre exemple de système d'information que vous allez donner, normalement, dans l'activité suivante, je crois que je vous demande là. La schématisation du modèle entité-association, c'est ce que je vous demande. C'est bon? Dans l'activité de lui. Dans l'activité de, je crois que c'est logique. C'est ce que je vous demande. Vous l'avez schématisé. Maintenant, je vous demande maintenant de venir faire le schéma du modèle, de traduire le système d'information en modèle entité-association. C'est tout ce que je vous demande. Donc, vos différentes classes d'entités que vous allez avoir, vos différentes associations que vous allez avoir, vous les schématisez de cette manière. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre étudiants et puis scolarité avec les verbes retirés, délivrés. Il y a un lien entre les étudiants et le service médical avec les verbes visiter et consulter. C'est-à-dire les étudiants visitent le service médical et les étudiants consultent le service médical et le service médical est visité par les étudiants. Il y a aussi un lien entre la scolarité et puis le système des examens. C'est-à-dire que le service, la scolarité
confirme qu'on appelle ça l'inscription ou bien la validation de l'examen, puis le type d'examen, quelque chose. Et puis le système de choses aussi interroge la scolarité concernant aussi les informations concernant l'étudiant. Donc, votre différence, fonction que vous allez mettre, il faudrait qu'il y ait une cohérence entre les différentes entités, comme je l'ai dit. Oui. On va donner la fonctionnalité du lien qu'on a créé. Oui, comme de cette manière, comme je l'ai fait. Vous voyez que j'ai écrit retirer, délivrer. Et donc, vous devrez préciser, puisque quand vous représentez comme ça, je ne peux pas savoir qu'est-ce que vous voulez dire. Quand vous avez fini de représenter, en bas, vous écrivez tout simplement comme de la manière que je l'ai fait. Vous voyez, non? Retirer, délivrer, ou bien soit, si vous n'écrivez pas comme ça, il y a un, je l'ai fait plus simplement, c'est retirer, qui lit étudiant scolarité, délivrer qui lit scolarité étudiant. Écrivez-la le plus simplement comme ça pour moi. Vous me comprenez? Là, je sais, je vous comprends plus. Parce que si vous mettez les verbes juste à poser, je ne sais pas de quelle partie du verbe vous voulez parler. Vous voyez, non? En fonction de ce que vous allez dire, c'est là que je vais vous attraper. C'est là que je vais vous attraper. Parce que si quand vous allez dire que vous allez mettre le premier verbe à son sens, le deuxième verbe à son sens. Dans les cardinalités, c'est là que je vais vous attraper. Et ce que tu vas dire, quand ça ne respecte pas la cardinalité, tout ce que je sais que ce que tu as dit, ce n'est pas correct. Or, si ce que tu as dit est correct, ça respecte la cardinalité. Donc, quand vous allez finir de faire ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure, n'oubliez pas de définir en bas de cette manière-là. Parce que dedans, je crois que je vais vous demander de dire les différentes associations qui lient les différentes classes d'entités. C'est tout ce que je vous demande. Représentez seulement les classes d'entités. Puis vous écrivez, retirez. Ça, c'est chez vous manger, par exemple, manger qui lit, élève, et puis tout, ainsi de suite. C'est bon? Je suis allée loin même alors que ça a été. Les associations entre les entités ou classes d'entités, voyez ça tout simplement. Je suis allée très loin pour vous montrer alors que ça se trouvait sur le PowerPoint suivant. Vous voyez retirer que je mets relis étudiant scolarité, donner qui relie scolarité étudiant, visiter qui relie étudiant scolarité, ainsi de suite. C'est comme ça que je vais vous représenter. Donc vous voyez qu'on n'écrit pas beaucoup dedans. On passe à l'essentiel dans l'exercice. C'est bon? Les cardinalités. Attendez. En matière d'expérience, je préfère qu'on parle des cardinalités la séance prochaine. Allez-y d'abord. Digérez ce que je viens de dire aujourd'hui. Allez-y, essayez de prendre l'activité pour essayer de travailler avant qu'on ne vienne des cardinalités. Concernant l'activité, dans l'activité 2, comme je le disais, ça c'est l'activité 2. Je vous demande d'établir le dictionnaire de données du choix de votre système d'information. De donner le nom de vos classes d'entités et d'établir la liste des entités. Quand je dis d'établir la liste des entités, là, vous voyez comment je l'ai représenté ici. Ça, c'est la liste. Ça dit quand c'est étudiant, quelles sont les différentes informations de l'étudiant que vous pouvez mettre dedans. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas d'écrire exactement comme pour moi. Ça peut être 2, 3 ou 4. Juste pour me permettre de me montrer que vous avez compris la chose. Est-ce que est-ce qu'en fonction de ça que vous allez aller collecter les données? Si tu n'as pas renseigné comme ça, comment tu peux pouvoir aller collecter les données? Tu peux pas. Oui? Madame, on peut copier directement ce qui est là. Ah, ben voilà. On peut directement copier ce qui est là. Voilà. D'accord. Mais pour quelqu'un qui n'a pas envie de copier ça, il peut peut-être réduire. Vous ne pouvez pas aller au-delà du nombre que j'ai là. Voilà. D'accord, ok. Voilà, vous pouvez aller au-delà du nombre que j'ai ou bien réduire cela. D'accord. Ça dépend. Même pour moi, l'essentiel, c'est pour m'amener à comprendre que vous avez compris ce que je voulais faire passer comme message. D'accord. Parce que c'est le b.a.-ba de la conception d'une base de données. Quand quelqu'un va vous dire constituer une base de données pour moi, sachez quelles sont les différentes classes d'entités qui vont rentrer dans votre base de données.
quelles sont les différentes fonctionnalités, c'est-à-dire les associations qui vont rentrer dans votre base de données, et quelles sont les différentes entités qui vont constituer chaque classe d'association de votre base de données. Une fois que tu sais ça, pour collecter les données sur le terrain, c'est facile. Vous voyez, non? Ouais. Parce que quand tu mets toutes ces informations qui sont là concernant les étudiants, du coup, quand tu prends l'étudiant A, tu sais que tu dois mettre toutes ces informations qui sont là. Et ça est là. Mais quand tu n'as pas mis, tu te demandes, mais comment je vais faire? Tu es en train de réfléchir, de chercher. Oui. Par exemple, madame, Oui. un exemple. Oui. Je prends la case d'identité champ, Mhm. ou bien champ de cacao. Mhm. Dans le champ de cacao, il y a le code, Mhm. le code de la parcelle. Mhm. Il y a le nom, comment on appelle, le code de la parcelle, Mhm. la superficie de la parcelle, Mhm. et puis la variété. La variété. La variété, Voilà. voilà. La variété du cacao qui est trompée. Oui, oui, tout ça constitue le champ du cacao. C'est le champ de cacao. Tout ça constitue, ce sont les informations comme des entités qui vont constituer la parcelle cacao qui est là. Oui. Ces entités-là, quand même, bien un rapport avec tout. Bien sûr, bien Si on sûr. parle de nom et tout, comme l'étudiant, ça a un rapport avec le second chef. Mais si jamais on prend par exemple du cacao et tout ce qu'il a dit, bon, comment on peut régler ça à une autre chose? Ça dépend de son système. Il n'a pas encore établi son système. C'est-à-dire que dans son système, peut-être qu'il a un système en tête. Il est en train de me demander s'il a un champ cacao, quels sont les différents éléments qui vont constituer le champ cacao. Donc, il a énuméré tout à l'heure des éléments que je lui ai dit, oui, effectivement. Sinon, s'il met champ cacao, sûrement qu'à côté de dans son système-là, peut-être, je ne sais pas si c'est pour la gestion du transport de cacao. La gestion de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur de quoi? J'ai le champ, j'ai le, comment on appelle, lui qui vient acheter. L'acheteur. Et puis, j'ai l'usine qui va recevoir les produits et autres. Et puis, j'ai le marché du produit fini. Donc, du coup, avec ces différentes entités, trois entités qui viennent de citer, il peut trouver des liens. C'est-à-dire, le champ de cacao sera lié à quoi? Peut-être le champ de cacao sera lié aux paysans. Aux paysans, à la coopérative, par exemple, si c'est une coopérative qui gère ses plantations. En fonction de ton système, forcément, tu vas trouver des liens. Ça, c'est très facile. C'est pourquoi, dans un premier temps, il faut savoir ton univers. Une fois que tu as ton univers, tu vas trouver les liens. Monsieur Adingra, ça va? Oui, bon? Ça va, madame. Ça va. D'accord. Madame, moi, j'ai une petite question. Oui, laquelle? Bien. Donc, là, disons qu'on est en train de conceptualiser, disons, notre système informatique. Oui. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques que vous nous conseillerez dans ce genre de travail? C'est-à-dire? C'est-à-dire des UML, par exemple. Il m'est arrivé d'avoir recours à des UML pour schématiser un peu mon système de gestion d'information. Et donc, pour ces exercices-là, pour ces quiz, est-ce qu'il y a des outils spécifiques? Est-ce qu'il y a des symboles particuliers qu'on doit inclure ou on peut utiliser n'importe quel outil? On peut utiliser n'importe quel outil. L'essentiel dans le dictionnaire de données, il faut spécifier. C'est bon? D'accord. L'essentiel dans le dictionnaire de données, il faut spécifier pour que je puisse savoir quel genre d'outil c'est ou bien quel genre de symbole c'est. D'accord. Voilà, dans le dictionnaire de données, il faut spécifier. Ça, c'est vraiment important. Sinon, on peut utiliser n'importe quel symbole pour spécifier on appelle ça, les thèmes et autres. Il n'y a pas de normes que je donne. N'importe quel, mais il faut pouvoir le spécifier dans le dictionnaire de données. D'accord. J'ai répondu à la question? Oui, ça me va. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je vous demande de donner le nom de vos classes d'entités et d'établir la liste des entités. Comment donner le nom et puis établir la liste. Déterminer les attributs et les identifiants. Bon, les identifiants, on n'a pas encore vu, mais les attributs, déjà, vous savez, si vous pouvez savoir ce que c'est. Déjà, vous pouvez voir ce que c'est que les attributs. Mais quand on va voir les identifiants, vous saurez ce que c'est que les identifiants. Ensuite, vous allez déterminer les différentes associations. Donc, déjà, l'exercice, la première activité, vous pouvez déjà commencer. Vous pouvez venir entamer la deuxième activité et puis vous mettre
faut attendre la séance prochaine. Madame, Oui. Oui. est-ce que là, on peut se situer dans n'importe quel domaine? Quel domaine, c'est-à-dire? Non, je dis, est-ce qu'on peut se situer dans n'importe quel domaine? Oh oui, bien sûr, pour faire le système. Oui, dans mon domaine, par exemple. Si vous pouvez choisir n'importe quel domaine. S'il y a un problème particulier à résoudre. Oui, je sais que par exemple, dans un lot, dans un îlot, il existe un numéro et un seul numéro de lot. Voilà. Oui. Est-ce que je peux prendre ça pour construire ma base de données? Si, vous pouvez consulter ça. Consulter votre base de données. D'accord. Merci. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, s'il vous plaît. Oui, j'écoute. Comme nous travaillons à deux, oui. et que peut-être que chacun d'entre nous a différents domaines. Oui. Comment est-ce qu'on doit faire? On doit nous-mêmes s'entendre pour trouver, pour choisir un domaine donné. Oui, oui. Entendez-vous pour choisir un domaine donné. Voilà. OK. Ouais. Entendez-vous pour choisir un domaine donné qui sera facile pour vous à exploiter. D'accord. D'accord. Parce que là, je peux travailler des cadres parce qu'il a parlé du lot, ça peut me continuer. Pas de souci. Vous vous entendez pour choisir, on appelle ça un système pour travailler. Il en est de même pour vous. Vous entendez pour choisir. Il fait que chacun veut donner son système. Mais pour corriger tous ces copies. Vous êtes beaucoup. Pour corriger tous ces copies-là. Et puis, quand c'est comme ça, d'autres comprennent, mais d'autres pas. Parce que quand tu corriges, tu vois qu'il y a d'autres qui ont compris vraiment le cours que tu as donné. Mais tu vois qu'il y a d'autres, mais ce n'est pas du tout passé. Or, cette phase, pourquoi je disais, cette année, j'ai choisi de mettre à deux pour voir un peu ce que ça va donner. Peut-être que ça va donner un meilleur résultat par rapport à l'année passée. C'est pourquoi j'ai combiné. Chaque année, chacun fait son système. Chacun faisait son système. Madame, concernant les groupes, ce sont les mêmes groupes que ceux des exposés passés ou bien vous avez réformé? Moi, peu importe, que vous soyez de deux. Si peut-être tu as ton binôme que tu veux toujours continuer à travailler, lui qui est d'accord, vous pouvez continuer à travailler. Pour moi, peu importe. D'accord. Mais que des binômes soient constitués, quoi. Bon, déjà, tout le monde, je garde Nafi comme binôme. Elle dit qu'elle a choisi quelqu'un ici. Je crois que vous allez vous appeler pour vous entendre. Elle a déjà son quelqu'un. Hein? Elle a déjà son quelqu'un. Il va donner notre pointeur. Non, je ne dis pas forcément. Je ne dis pas forcément. Tu peux prendre quelqu'un en froid comme elle prend quelqu'un en présence. L'essentiel, c'est être des binômes. Ou vous comprendre pour travailler. Maintenant, tu dis toi, tu as quelqu'un d'autre. OK, il y a des questions? Des questions sur cette séance depuis le matin. Donc, on vous demande qu'est-ce qu'une base de données? Qu'est-ce qu'un système de gestion de base de données? Quelles sont les caractéristiques d'un système de gestion de base de données? Vous pouvez le dire? Si on vous demande qu'est-ce qu'une base de données, qu'est-ce qu'une gestion de base de données, quelles sont les caractéristiques d'une base de données, vous pouvez les dire. Qu'est-ce qu'une donnée, qu'est-ce que entité, qu'est-ce qu'une association, qu'est-ce qu'une association, vous pouvez les donner. Maintenant, ce sont les BA et parties. Vous pouvez les donner. Donc, je peux me fier à vos exercices que vous allez faire. Ça compris? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, oui, justement, c'est en pratiquant. C'est pourquoi j'aimerais que n'attendez pas la fin de la séance pour commencer vos activités. Commencez, c'est vrai que vous êtes beaucoup bousculé, vous êtes trop occupé, ça c'est vrai. Je suis consciente de ça. Mais essayez de commencer déjà vos activités. C'est pourquoi je ne vous demande pas de déposer avant de commencer l'autre cours. Non, je vous demande. Il faut faire à mesure qu'on avance. Ça vous permet de corriger des choses. Il y a des choses que vous ne pourrez pas à la prochaine fois. On peut revenir là-dessus. Donc, sur ce... Donc, madame, aussi une dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel modèle de conception?
N'importe quel modèle conception. Bon, pour le moment, on va commencer d'abord le modèle entité-association. D'accord. Oui, on va commencer le modèle entité-association parce qu'on veut... Donc, on peut utiliser Mérise alors? Oui, on peut utiliser Mérise. On peut utiliser Mérise. Mais ici, tu sais, quand tu vas de Mérise, c'est déjà tout nouveau pour d'autres personnes. D'autres personnes ne savent même pas ce que c'est. Mais par rapport à votre domaine, vous savez ce que c'est que Mérise. Donc, vous pouvez utiliser Mérise. On va aller au fur et à mesure, de façon pas à pas, on commence par la base la plus petite. Ok. Voilà. Parce qu'on peut utiliser Mérise. Moi qui vais corriger, je vais corriger. Ok. Quand tu vas corriger, je vais comprendre. D'accord. Encore une autre question? Bon, s'il n'y a pas de questions, je peux dire que la séance d'aujourd'hui, c'est fini. Et puis, rendez-vous jeudi à 10h. On commence à... Vous qui êtes en ligne, on commence jeudi à 10h, la suite. Toi, madame. Ok. D'accord, bien reçu. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci. Lydie, Ciao. Madame, vous dites. Il est bon arrivé, il a entendu ta voix. Ah, madame était là depuis. Ah ouais. Ah, il est resté silencieux. Merci, madame. D'accord. Bon boulot. Merci, madame.